Je vous parle à présent de cet hommage rendu aujourd'hui par l'Ukraine à ses combattants et combattantes morts au front. 1 minute de silence respectée dans tout le pays à 9h ce matin, heure locale. Un pays figé en ce jour des défenseurs et défenseuses de la patrie. Mais combien sont-ils justement à avoir perdu la vie depuis le début de ce conflit ? Le chiffre des pertes dans l'armée ukrainienne est à ce jour, encore aujourd'hui, un tabou. Lydie Harouche, vous nous avez rejoint en plateau pour nous en parler. Oui. On essaye de comprendre où on en est effectivement dans ce terrible bilan, terrible décompte depuis maintenant plus de 19 mois de guerre. Kiev communique beaucoup sur les pertes russes depuis le début de cette guerre et pas du tout sur les siennes. Oui, c'est un classique en quelque sorte lors des guerres, minimiser ses pertes et surestimer celles de l'ennemi. Vous l'avez dit, depuis le début de la guerre, Kiev communique tous les jours sur les pertes russes sur son Twitter. Vous voyez, le ministère de la Défense tient son décompte. Aujourd'hui, il s'établit à 278 000 morts parmi les rangs russes, selon Kiev, qui ne précise jamais ses méthodes de calcul. Le chiffre est donc à prendre avec des pincettes. Mais côté ukrainien, il est très difficile de connaître le nombre de morts, de blessés depuis le début de ce conflit. C'est presque un tabou. Le nombre de pertes est un secret bien gardé par Kiev. Alors on a des ONG, on a les médias qui cherchent à recouper les informations dont ils disposent. Et les dernières données, elles nous viennent donc du New York Times qui se base sur des statistiques officieuses qui nous viennent du Pentagone. Elles datent d'août 2023, il y a donc 1 mois et demi, et parlent, vous le voyez, de 500 000 morts et blessés dans les deux camps depuis le début de ce conflit. Il y aurait donc 300 000 victimes dans les rangs de l'armée russe. Côté ukrainien, vous le voyez, il y aurait 320 000 victimes dans l'armée russe, dont 120 000 morts. Côté ukrainien, le New York Times estime que le conflit a fait 190 victimes au total, dont 70 000 morts. Voilà, ce sont donc les chiffres qui ont été recoupés par l'hebdomadaire américain, qui se veut prudent malgré tout, qui nous dit que les estimations, elles varient même au sein du gouvernement américain. D'autres officiels américains ont déclaré que ces nombres étaient plus que bas. Des chiffres colossaux, en tous les cas, on le voit pour le colonel Michel Goya, que l'on reçoit régulièrement sur LCI. Lui, il évoque des volumes qui sont, vous le voyez, comparables à ceux de la Première Guerre mondiale. Elles sont d'abord dues à la puissance du feu des armes. Selon lui, l'artillerie qui représente actuellement 70% de ses blessés, 70% de ses soldats tués, on n'était plus habitué à cette violence ni à cette durée de combat, selon lui. Ouais, et puis il y a les morts chez les civils également, Lydie. Et ça aussi, c'est difficile à comptabiliser. Alors, on a peut-être un peu plus de chiffres. Voilà, on a l'Institut Statista qui a répertorié le nombre de morts et de blessés parmi les civils en Ukraine, toujours depuis le début de la guerre. Il en dénombre 10 000 des civils tués, parmi lesquels 554 enfants, près de 20 000 blessés également. Et puis il y a également ceux qui ont fui le pays depuis ce conflit. 8 millions de réfugiés ukrainiens. Ça, c'est un chiffre qui date seulement du 15 février, avant le début donc de la grande contre-offensive. Vous l'aurez compris, en tous les cas, il reste difficile, voire même impossible d'établir un bilan. D'ailleurs, souvenez-vous, en novembre dernier, lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait évoqué ce chiffre de 100 000 militaires ukrainiens tués, la colère des Ukrainiens était telle que la vidéo que l'on voit, elle avait été supprimée des réseaux sociaux. Bruxelles qui avait ensuite fait un mea culpa, assurant que cette estimation, elle intégrait donc à la fois les soldats tués, les soldats blessés. Évidemment, lorsque l'on pose la question en revanche du côté russe, vous allez le voir, on a un Vladimir Poutine qui nous donne un chiffre avec des pertes beaucoup plus importantes que la Russie, selon lui, côté ukrainien. Écoutez. Si nous considérons les pertes irrémédiables, il est clair que le camp défendant subit moins de pertes. Mais ce rapport de 1 à 10, comme on dit, est toujours en notre faveur. Nous avons 10 fois moins de pertes que les forces armées de l'Ukraine. Voilà, c'est évidemment une communication côté russe qui a plusieurs objectifs. Ne pas démoraliser la population sur place, ne pas décourager les vocations militaires pour réussir à de nouveau mobiliser. Et puis l'information qui ne doit pas être utilisée par l'ennemi sur le nombre de soldats et de soldats morts et de soldats blessés. Oui, merci beaucoup Lydie. C'est un chiffre important tout de même parce qu'il nous donne une idée du sacrifice déjà que fait la population ukrainienne, mais aussi de ces forces vives qui existent encore pour défendre l'Ukraine. Général, c'est intéressant cette controverse autour de ce chiffre donné, c'était au mois de novembre dernier par Ursula von der Leyen, il y a presque un an maintenant. Elle parlait déjà de 100 000 tués. Ça veut dire que ce chiffre a vraiment circulé à un moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en serait à
à beaucoup plus, alors que selon les estimations américaines, voilà, on en est à 70 000 morts. Vous, ce nombre, cette estimation, vous la situez à combien ? Alors déjà, ce que disait Madame von der Leyen, c'est qu'elle avait mélangé, si vous voulez, les tués et les blessés. En fait, ce chiffre, pour moi, c'était un peu excessif, mais de l'ordre de 80 000 à l'époque, blessés plus tués, ça veut dire que je pense qu'en novembre, on avait de l'ordre de 30 000 à peu près tués ukrainiens, enfin c'est mon estimation, et puis de l'ordre de 70 000 blessés, beaucoup moins que ce qui est affiché ici. Mais maintenant, effectivement, presque un an après, vous multipliez pas par 2, mais par 1,5. Donc, à mon sens, on est de l'ordre de 50 à 70 000 tués côté ukrainien, et puis un chiffre de 120 à 130 000 avec les blessés, évidemment. Oui. Vous êtes donc d'accord avec ces estimations de Washington? Alors c'est un des alliés de l'Ukraine. Washington, comme pour les Russes, il y a un intérêt à les minimiser, ces pertes. Pour vous, non, vous nous dites, c'est à peu près à ça qu'il faut s'attendre comme nombre de morts. Oui, disons que l'ordre de grandeur n'est pas totalement... Je pense qu'il y a peut-être un peu moins que ce qui est affiché côté ukrainien. Moi, je pense plutôt du côté de 50 000, en fait, 50-55 000. Et côté russe, un peu plus important, 120-125 000 tués au minimum. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Et Général. vous multipliez après un coefficient de 2 à 3 en fonction, si vous voulez, des lieux et des endroits, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Hein, donc, oui. Et cela, c'est difficilement quantifiable. Oui. Et des blessés qui ne pourront pas retourner au combat. On parle de combats d'artillerie, on parle de blessés qui sont amputés parfois d'un membre, parfois défigurés. À peu près 20 000 dans ce cas-là. Et pour certains qui d'ailleurs n'ont qu'un souhait, c'est après leur rééducation de retourner au combat. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais concernant la formule du tabou ukrainien, il n'y a pas de tabou sur la mort des soldats en Ukraine. Ce n'est pas vrai. La mort est partout. La mort est un sujet. Les soldats sont honorés. On leur rend hommage tous les jours. Il y a un hommage national qui a été rendu ce matin. Il y a des figures de soldats décédés partout. On sait très bien que tous les Ukrainiens ont tous dans leur entourage, dans leur famille, quelqu'un qui est soit blessé, soit décédé. Donc il n'y a pas ce tabou-là. En revanche, la loi martiale dit que cette information est un secret défense parce qu'il donnerait des indications à l'ennemi et il saurait comment l'exploiter. Et ça, les Ukrainiens le disent. Il n'y a pas de tabou, il y a une information qui n'est pas publique, ce qui arrive quand même à certains secrets défense en temps de guerre. Donc ce n'est pas ce sujet-là. Par ailleurs, il y a la question de... Comment compter? On est en train de compter à H24 en direct des choses qui ne sont pas, qui sont extrêmement compliquées à comptabiliser, et y compris sur la question des morts civils dans certaines zones. Par exemple à Mariupol, oui, il n'y a pas de chiffre très exact, mais certaines ONG ukrainiennes parlent de 87 000 morts, mais tout ça, ce sont des chiffres vertigineux de toute façon, qui sont dus à cette agression russe. Et il n'y a pas de... Alors, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas tabou en Ukraine en ce moment, c'est les souffrances dues à cette agression. Et la mort en fait partie, évidemment. Donc, oui, mais le volume des pertes n'est pas communiqué. En revanche, ce qui est vrai, et j'ai envie de citer un philosophe ukrainien qui a été cité dans Le Monde. Il y a un sujet dramatique. On parlait de catastrophe en ce moment. Je vous disais, la catastrophe, c'est pas le chantage nucléaire, c'est ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Oui, il y a une génération qui se sacrifie pour ses idées, pour ses valeurs, qui est en train de crever pour l'Europe. Elle ne comprend pas toujours cette génération, le sacrifice qui lui est demandé. Alors, c'est là où oui, alors on va écouter, si vous le voulez bien, des témoignages de jeunes ukrainiennes. Très bien. Très jeunes. On parle de jeunes femmes de 20, 21 ans. C'est l'âge de mes étudiants. Oui, 20-21 ans, qui se sont mariés pour certaines parce que leur conjoint partait au front. Ce n'est pas un âge forcément où on est déjà marié normalement, et qui se retrouvent veuves parce que leur mari est mort dans ces combats. Écoutez. J'ai l'impression que je vais devenir folle en marchant dans la même rue, dans une ville paisible, où les gens se promènent, rient, vont bien. Ils discutent des soirées qui auront lieu demain. Et moi, je vais au cimetière. Je ne m'en suis pas remise, car je n'y crois toujours pas.
Je reste persuadée qu'il va revenir, m'écrire, répondre à mes messages. Voilà, parce qu'ici, il y a 70 000 morts. On le rappelle, c'est l'estimation américaine de cet été. Du New York Times, à partir d'informations recueillies par les journalistes. Il y a autant de familles détruites, brisées. Et il y a cette impression aussi d'un sacrifice qui n'est pas demandé à tous. Kiev est une ville qui, tant bien que mal, tente de continuer à vivre, mais c'est aussi douloureux. C'est ce que disait cette jeune femme à l'instant. Elle disait, ils parlent de leur soirée, ils parlent de leur vie, et moi je vais au cimetière. Et oui, et c'est malheureusement, vous savez, mes étudiants qui sont sur le front, certains se sont mariés avant de partir, avec leur amour de lycée ou leur amour de fac. Ils ont entre 20 et 25 ans pour les plus vieux. Et c'est une génération effectivement sacrifiée. C'est une génération dont certains blessés vont rentrer avec des prothèses. Et vous avez des images sur Facebook et sur les réseaux sociaux, plein de ces jeunes qui sont sur le front, qui ont des prothèses. C'est... Bon, c'est pour moi une certaine émotion parce que c'est ces étudiants que j'avais à Tarashchenko, à Kiev Mogi Academy, à l'université nationale de Kiev. Imaginez-vous, vous avez 18 ans, 20 ans, vous partez à la guerre, vous vous mariez rapidement, vous revenez estropié. C'est très dur, mais il y a aussi cette incompréhension, c'est quand même important. Ils sont très jeunes, ce sont des jeunes femmes ici qui sortent de l'adolescence. Ils savent pourquoi ils se battent. Hein. Oui, mais il y a un sentiment, effectivement... Ils savent pourquoi ils se battent. Ils savent pourquoi ils se battent, mais il y a un sentiment aussi de mort pour... Oui, mais c'est difficile de comprendre aussi aujourd'hui qu'ils ne sont pas morts pour rien. Dans l'immédiat, ça ressort de ce témoignage. Une phrase intéressante qui est sortie ce matin dans Le Monde d'un philosophe ukrainien et il parlait justement d'une partie de la population qui n'a pas été appelée parce que plus âgée, parce que avec des enfants et qui se demandait justement pour peut-être remplacer cette jeunesse qui est en train de vivre un cauchemar, d'essayer de revoir le logiciel de recrutement et de faire que peut-être... mais ça n'en reste pas moins plus dramatique. Donc ça ne change pas le fond du problème. C'est que l'Ukraine a besoin d'armes pour se défendre parce qu'on pourra monter, descendre. Ce qu'ils vivent, c'est... Ce qui est vécu en Ukraine est un enfer. Il y a de la souffrance partout, il y a des chagrins tous les jours. Ce dont l'Ukraine a besoin et ce que ces jeunes femmes vous disent aussi, ce que les témoignages de soldats vous disent aussi, c'est qu'ils ont besoin d'armes, qu'ils ne veulent pas se rendre et qu'il faut les aider encore plus parce que plus on leur livrera d'armes lourdes à longue portée, plus ça sauvera des vies. Tout le monde le dit en Ukraine depuis 19 mois, sauf quelques petites phrases à la marge. Oui, mais globalement, tout le monde me dit ça. Donc en fait, livrer des armes à l'Ukraine, c'est sauver ses vies et empêcher en effet une génération d'être amputée de ce qu'elle a dans ce qu'elle a de meilleur. Donc c'est ça qui se passe très exactement. Ce qu'il faut aussi, c'est que la société civile tienne. Il faut la cohésion générale du Tartare. C'est essentiel dans une guerre. Alors elle est toujours là, puisque selon les dernières enquêtes, il y a 80% de la population qui est toujours opposée à toute concession territoriale à l'Ukraine, qui veut continuer le combat. Mais c'est vraiment l'enjeu aussi pour Kiev, pour les prochains mois, les prochaines années. C'est l'enjeu de toute guerre qui dure, quel que soit sur le pays. Il n'y a que les Russes qui ont une résilience absolument incroyable. On a l'impression que les familles, parfois, ou très très peu d'entre elles se sentent concernées, alors qu'en Ukraine, à l'inverse, c'est tout à fait l'inverse. Toutes les familles se sentent concernées. Je vous rappelle qu'il y a une mobilisation générale, en fait, que tous les hommes de 18 à 60 ans doivent rester en Ukraine et sont susceptibles d'être mobilisés. Aujourd'hui, bien sûr, ils ne sont pas tous mobilisés parce qu'il faut que l'Ukraine tourne, mais c'est un drame absolu. Et c'est vrai, un chagrin permanent. Et effectivement, les armes sont peut-être une solution, comme le dit Aline, mais moi je crois que la meilleure solution, ce serait de trouver un accord pour qu'on cesse le feu. Je ne dis pas de trouver une paix non honorable, au contraire. Et il faudrait que les armes cessent. Et donc pour cela, l'ONU doit s'employer, ce qu'elle ne fait pas assez actuellement, à essayer de trouver une solution pour qu'on arrête ce drame absolu de la perte d'enfants des deux pays, des familles endeuillées. Et malheureusement, si on ne fait rien, ça va durer des années. Et c'est ça qui est terrible. Général, vous nous dites qu'il faut figer le front là, en ce moment. C'est ça qu'il faut? C'est ça que vous nous dites? Il faut arrêter de se battre pour un mètre par-ci par-là?
Pas du tout. Non, je dis il faut faire un cessez-le-feu et qu'on trouve une solution internationale, bien sûr, pour que les Ukrainiens récupèrent leur territoire, mais trouver une solution. Il faut trouver une solution. Il faut un moment que les diplomates parlent et il faut que l'ONU s'engage beaucoup plus, ou une vraie volonté internationale d'arrêter, parce qu'avec la volonté des Russes, la volonté ukrainienne, ce sont des Slaves tous les deux, et malheureusement, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, même si l'Occident doit faire un maximum d'efforts pour envoyer des armes au front, des armes importantes, j'ai peur que ça dure très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et ce serait dramatique.